Le média se voulait une télévision novatrice, insoumise. En quelques semaines, les départs, les querelles se sont multipliés. La ligne éditoriale est contestée. Des fake news, des mensonges médiatiques apparaissent, notamment avec l'annonce d'un prétendu étudiant dans le coma à Tolbiac. Depuis 4 ans, TV Liberté vous offre chaque jour une information différente, vérifiée, alternative, pour maintenir sa liberté et son indépendance. Donnez à TV Liberté, donnez à la presse que vous aimez. Il y a 50 ans déjà, se déroulait mai 68, ce que d'aucuns ont résumé en une farce certes, mais qui a dégénéré. Mai 68, c'est l'émergence sur la scène politique des enfants de ceux qui ont connu la guerre et ses privations. Mai 68, c'est un fait historique, un enchaînement d'événements et d'intervenants pas toujours connus. Mai 68, c'est aussi des activistes, des extrémistes révolutionnaires que l'on retrouvera plus tard, défenseurs du système libéral. Nous allons entendre dans cette émission les témoignages passionnants des acteurs de ce moment si particulier. Des hommes comme Bernard Lugan, militant royaliste à cette époque-là, l'ancien révolutionnaire Gérard Filoche, mais aussi André Berkoff, Gérard Leclerc, Henri-Christian Giraud et beaucoup d'autres encore. Mais 68, est-ce vraiment une révolte? Est-ce vraiment une révolution ou plus simplement une étape décisive de l'évolution de notre société? Avant d'écouter nos grands témoins, revenons en images tout de suite sur ce fameux esprit de mai 68. Quel est le contexte économique et social de la France en 1968? La réponse nous est donnée par André Berkoff. Je rappelle simplement qu'en 68, il n'y avait même pas 40 000 chômeurs en France, que la croissance était à 4-5%, que nous étions encore en plein dans les 30 glorieuses et que nous étions au miracle, allez penser nostalgiser, nous étions dans un budget en parfait équilibre. Qu'est-ce que 68 a inventé culturellement et idéologiquement? Qu'est-ce que les revendications de 68 ont de particulier? Mais 68 est-il une révolution? Mais 68 s'inscrit dans un mouvement plus général de contestation en Occident. Ce n'est donc pas un mouvement exclusivement français. C'est un conflit générationnel qui oppose celle de l'après-guerre, empreint de valeurs traditionnelles, à ses enfants attirés par l'hédonisme et une révolution culturelle et politique. Tout les sépare. La morale chrétienne traditionnelle contenait les dérives naturelles. La sexualité avait pour vocation la filiation dans le cadre strict du mariage, qui n'empêche pas l'amour. Les étudiants de 68 découvrent la contraception depuis 1 an, légalisée en 67, exigent le droit à l'avortement et prônent l'amour libre. C'est le fameux « jouir sans entrave ». Écoutez, c'était un lupanar, la Sorbonne. C'est un secret pour personne. C'est-à-dire, à partir du moment où elle a été réouverte, hein, c'était pas dès le départ. Puis elle avait été fermée, puis réouverte à la demande de Pompidou. À partir de ce moment-là, je peux vous dire que dans les salles de cours, on ne s'ennuyait pas. Mais je ne parle pas de moi, là. L'Église, en plein concile Vatican II, perd ses certitudes avec l'œcuménisme. Tandis que la condamnation du mouvement des prêtres ouvriers est levée, les scouts catholiques refusent la hiérarchie qu'ils jugent trop militaire. Les lycées deviennent mixtes et on remet en cause les uniformes qui pourtant gomment les différences sociales. La société traditionnelle était fondée sur le travail qui est récompensé par la consommation. Les jeunes, eux, refusent le consumérisme et prônent une forme d'oisiveté et d'hédonisme que l'on retrouve dans les slogans « Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner » ou « Métro, boulot, dodo ». On remet en cause l'idée de sélection, une sélection fondée sur le mérite et sur lequel repose l'ascenseur social cher à Vilfredo Pareto. La sélection permettait pourtant d'assurer une égalité des chances et un fils d'ouvrier pouvait ainsi accéder aux classes supérieures. Désormais, la sélection devient inutile puisqu'elle est le pendant d'une société hiérarchisée que l'on refuse. C'est une conception utopique, mais peu importe, puisqu'on s'affranchit du réel avec des phrases comme « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». On veut une société horizontale pour succéder à ce qui existe depuis toujours,
à savoir une structure sociale verticale partant de la famille jusqu'à la nation. La verticalité repose sur l'ordre. La nouvelle génération tag « Il est interdit d'interdire » et appelle à la rébellion au cri de « Sous les pavés la plage ». La nation défendait sa sécurité et ses intérêts par des interventions armées, guerre d'Algérie, Vietnam, ce que les jeunes de 68 condamnent en disant « Faites l'amour, pas la guerre ». Même la démocratie conquise de haute lutte ne trouve pas grâce à leurs yeux. Che Guevara, Fidel Castro, Ho Chi Minh sont leurs héros et ils scandent « Élection piège à con ». La révolution est totale. Le jazz de papa leur semble ringard et sage car eux, ils ont la pop. En 68, Dario Moreno meurt, emportant avec lui l'univers guindé de l'opérette, tandis que les Rolling Stones enflamment le jeune public en parlant de sexe, de drogue et de violence. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus banal qu'un conflit générationnel ? Chanly, c'est un mot du général de Gaulle. Je sais, je le cite abondamment. Il parlait à Chanly et de Gaulle, en 68, il ne sait pas comment prendre les choses. Mais il y a d'autant plus raison de ne pas savoir, c'est que les animateurs des manifs, ils ne savent pas, ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, dans les cortèges de nuit, au quartier latin, je rencontrais mes amis, mes amis adversaires, qui étaient furieux en disant on nous emmène à la kermesse. Bon, le but politique était en train de se perdre. Et on avait affaire à une sorte de désintégration sociale qui surprenait tout le monde. J'ai bien connu Philippe Robrieux, le très bon historien du Parti communiste, qui m'expliquait en 68, il n'était plus militant. Mais voyant les grands rassemblements, etc., il a essayé d'y aller pour encadrer les choses, mais il n'arrivait pas à, comment dirais-je, à prendre les choses en main, parce que les jeunes qui étaient là ne participaient pas du tout de sa culture, je dirais, léniniste et même syndicale. Nous étions en plein dans la guerre du Vietnam. Nous étions vraiment dans la phase anticommuniste, ce qui se passait à l'Est. Il s'est passé des événements à l'Est. Hein. Il s'est passé la Pologne, il s'est passé la Tchécoslovaquie, etc. Donc nous étions véritablement dans le combat anticommuniste et nous étions en même temps dans la réaction totalement esthétique. Et ce que nous voyions en face de nous nous répugnait. Parce que nous voyions en face de nous se révolter des gens dans une fausse révolte, en fait un panurgisme total. Nous voyions les veaux qui couraient eux-mêmes derrière les faux bergers qui les menaient. Et ce mouvement, nous appliquions un peu la formule de Fontenelle, hein, pour avoir la vérité, il faut tourner le dos à la multitude, et nous étions un corps franc. Nous étions un corps franc et nous ne pourrions pas accepter de voir comment ces incapables... Cohn-Bendit, c'était le bouffon de Nanterre. La génération 68 pense qu'elle a tout inventé. D'autres diront « quid novi sub sole », rien de nouveau sous le soleil. Le rock existait bien avant 68 et les années 50 avaient engendré le pop art. L'autogestion et la vie en communauté a été inventée et pratiquée par les fourriéristes au XIXe siècle. En effet, il y a eu les phalanstères, l'expérience Godin. On pourrait même se référer au kibboutz en Israël. Je pourrais continuer ainsi le raisonnement longtemps. Alors, où est le vrai du faux ? Qu'est-ce que les revendications de 68 ont de particulier ? Qu'est-ce que 68 a inventé culturellement et idéologiquement ? C'était une imposture de leur part que de vouloir, que de chercher à récupérer toute cette ambiance préparatoire à 68 telle qu'elle s'exprimait dans le rock, une nouvelle culture, etc. Mais ça, il y a beaucoup d'autres impostures 68ardes, et là, il faut les dénoncer. On nous dit qu'ils ont contribué à libérer les mœurs, mais c'est entièrement faux. Parce que, d'une part, on habite en France, et puis on a un pays qui est habitué depuis quelques siècles à une certaine permissivité dont il n'y a pas lieu de se plaindre. Deux, les modifications des comportements sexuels, une tolérance plus grande, tout ça, c'est arrivé avant mai 68, pas après, contrairement à ce qu'ils disent. C'est entre 1962 et 1965 que ça se passe. Par contre,
Oui, la pilule est légalisée fin 67 par De Gaulle. Bon, d'accord, en 1968, pour l'obtenir, pour les mineurs, il faut une ordonnance contresignée de la maman, ce qui limite un peu. Hein. Mais ce que les 68ards, les vrais, les gauchards, hein, les marxistes, ont retenu de cela, c'est qu'à partir du moment où la contraception était disponible, la responsabilité de faire gaffe, de prendre des précautions, était transférée de l'homme à la femme. Et ça nous donne quoi? Qu'une femme n'a plus le droit de dire non. Ça nous donne quoi? Les scandales sexuels qui ont sévi depuis une génération ou deux à l'UNEF, au mouvement des jeunesses socialistes et même aux jeunesses communistes. T'en as entendu parler de ça? Ça a ses racines dans mai 68, et plus exactement dans les impostures de mai 68. De même, on nous dit, ce sont les 68ards qui ont attiré l'attention sur l'écologie. Mais c'est totalement faux. Les préoccupations environnementales, elles sont déjà extrêmement présentes, particulièrement, il faut le dire, aux États-Unis, en Scandinavie aussi, dès 1966-67. Chez nous, ça n'arrive que vers 1974-75, parce que dans l'intervalle, la scène a été occupée par des marxistes-léninistes qui en restent sur le vieux catéchisme, les conseils ouvriers, la dictature du prolétariat fera le bonheur sur terre et la société sans classe et toutes ces conneries. Vous évoquez une explosion libertaire, une révolution de pacotille qui a figé la société dans le conformisme tyrannique du politiquement correct. Je n'ai pas changé d'opinion. On a la réponse. Je n'ai pas eu le temps de vous poser. C'est ce que je viens de vous dire, que même aujourd'hui, je pense de ces événements, si on ose baptiser ça, événements, mais qui ont eu une importance considérable dans l'évolution de la mentalité française. André Berkoff, lui, voit des avancées significatives. Mais c'est difficile à la rendre maintenant parce que je vais employer des mots, et en fait, ce n'est pas les mots qui comptent, c'est la vie qu'il y a eu. Je dirais que pour moi, le très beau côté, je le revendique et je l'assume complètement, enfin je n'ai pas du tout renié cela, de mai 68, c'était absolument pas la politique. Ce n'était rien de politique. Ce qui était politique, c'était les gauchistes qui essayaient de récupérer le mouvement. Et ce qui a été politique, c'est la CGT qui a compris qu'on pouvait demander des augmentations de salaire. Rappelez-vous, d'ailleurs, quand De Gaulle a donné les augmentations de salaire, les voitures sont parties vers la Côte d'Azur et c'était fini. Ça a duré 1 mois et puis c'était fini. Il y a eu Mitterrand qui a essayé de capitaliser, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Alors je veux dire, pour moi, ce qu'il y avait, c'était un certain sens de la fête de la vie. N'oubliez pas, alors on peut le découvrir. Un monôme, alors c'était un monôme, c'était pas une révolution, c'était un monôme. Non, ça n'a jamais été une révolution, mais ça a été un changement dans une certaine société quand même patriarcale. Ça a été un changement dans les rapports d'autorité, ça a été un changement, alors pour le meilleur et pour le moins bon. Je ne dis pas que tout était bien. Je dirais simplement, et je ne peux pas dire autre chose, qu'il y a eu dans mai 68 de extrêmement beaux moments qui n'étaient pas du tout ni pornographiques, ni... je veux dire, il y a eu tout ce côté-là, mais ce n'était pas ça l'important. L'important, c'est qu'il y avait une musique assez extraordinaire, il y avait quelque chose, il y avait des rassemblements qui étaient vraiment des rassemblements, je dirais, fraternels, qui étaient des rassemblements comme ça. Et alors, on a tout de suite mis ça dans une espèce de pot qui disait « Ah là là, c'est la chienlit ». Il y a eu, effectivement, pour moi, la chienlit, elle était politique, mais il y avait culturellement des choses très fortes. Et la meilleure preuve, et je finis là-dessus, c'est que les années 70 ont connu, parmi en théâtre, au cinéma et dans la musique, en tout cas en France et en Europe, des moments assez extraordinaires. Je défends ça. Mai 68 est un succès métapolitique, mais politiquement, c'est un échec dans l'immédiat, dans la mesure où cela n'aboutira pas à un renversement du pouvoir. Nous allons donc pouvoir changer les choses. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'issue politique, on s'en est aperçu très très vite. Puisque vous avez De Gaulle qui dit « je vais faire un référendum », poum, ça échoue. Il était à côté de la plaque, hein, De Gaulle, à cette époque. Ça a été largement prouvé depuis... Il l'a dit lui-même. Oui. Et il est parti après, c'est logique, 1 an après, c'était un effet différé, mais c'était ça. Et puis ensuite, après, il donne des élections. Et c'était plutôt les appareils de gauche étaient divisés et ils étaient paralysés face à ce mouvement qu'ils n'avaient pas prévu et pas voulu sous ces formes. Et donc la force de ce mouvement est entrée en conflit avec les partis de gauche. Et les partis de gauche n'ont pas pu donner, pas voulu, vous direz comme vous voulez, donner la solution politique.
un mouvement se développe, s'il va jusqu'au bout et qu'il a une issue politique, il génère la solution. S'il la génère pas, il y a, sans parler de grands mots, il y a une forme de contre-révolution, et évidemment, c'est l'autre camp qui reprend le dessus. Nous avons eu ça de façon absolument exemplaire entre le 13 mai et, disons, la mi-juin. Voilà, et ça s'est terminé par les élections que nous connaissons. Je vous le disais tout à l'heure, mai 68, ce sont des faits qui appartiennent dorénavant à notre histoire. Comment cette farce a-t-elle dégénéré? Comment les Français voient-ils cette agitation étudiante et cette révolte ouvrière? Je vous propose là encore un petit résumé en images. Les revendications étudiantes touchent tout l'Occident. Mais le mai 68 français a une différence de taille. À l'agitation étudiante, qui n'ébranle pas fondamentalement l'ordre, s'ajoutera un mouvement ouvrier qui paralysera le pays. Mais revenons sur les faits. Bernard Lugan, militant royaliste en 68, nous raconte comment le conflit démarre. Jusqu'au 22 mars, nous tenions Nanterre. Tout a basculé le 22 mars. La genèse de mai 68 part de Nanterre. À partir du moment du 22 mars, où Cohn-Bendit, avec beaucoup d'intelligence, va mettre les étudiants rigolards de son côté, et va amalgamer autour de lui les trotskistes qui, eux, vont donner une colonne vertébrale à ces moutons de Panurge. Donc c'est parti de rien du tout. Ensuite, il y a une radicalisation qui se fait à Nanterre, pendant toute l'année, fin 67 et surtout début 68. Une radicalisation avec des bagarres qui vont intervenir, avec Occident qui menace de venir. Occident n'avait pas de groupe constitué à Nanterre. Occident a fait plusieurs descentes, on leur a donné un coup de main bien entendu. Et ensuite, nous nous sommes trouvés dans cette convergence de radicalisation fin avril. Jusqu'au moment où, fin avril, la grosse baston est annoncée. Parce que Occident décide de descendre, et nous, l'AF de Nanterre, décidons d'épauler Occident, qui va venir. Mobilisation des gauchistes, de partout. Ils viennent de tout Paris. Ils creusent des tranchées, ils installent des lance-pierres sur les toits, etc. Et le président ou le doyen de Nanterre, il panique. Il panique complètement. Il dit, si nous laissons faire le meeting, il va y avoir des morts. Il y aurait eu des morts, c'est certain. Donc il ferme la fac de Nanterre. Ce qui fait que tous les gauchistes qui se sont rassemblés de toutes les universités parisiennes à Nanterre prennent le train et vont à la Sorbonne, vont à Paris. Et Nanterre sort de l'histoire. Terminé. Il ne se passe plus rien à Nanterre jusqu'à la rentrée suivante. Et tout se déplace sur Paris. Nous aussi, nous abandonnons Nanterre et nous allons là où le canon tape. Et ça tapait où? Ça tapait au quartier latin. Donc là, nous investissons à Assas, et nous investissons 2 ou 3 points de défense. Et mai 68 démarre comme ça. Le 3 mai, les troubles commencent à la Sorbonne, qui est occupée par 400 manifestants. La journée d'émeute fait 481 blessés à Paris, 279 étudiants et 202 policiers. 574 manifestants sont arrêtés. Le 6 mai, 8 étudiants sont convoqués devant la faculté de Nanterre en commission disciplinaire. Ils s'y rendent accompagnés du philosophe Henri Lefebvre, qui est professeur de faculté, et du sociologue Alain Touraine. La réaction est immédiate et c'est le début des barricades. Il y aura 300 policiers blessés et 422 arrestations. Le 7 mai est fondé le journal Action, auquel participent Reiser, Siné et Wolinski de la future équipe de Charlie Hebdo, mais aussi André Glucksmann, Bernard Kouchner, Jean-Paul Dolé et Jean-Marcel Bougreau. Le vendredi 10 mai, 20 000 étudiants dressent des dizaines de barricades qui sont reprises dans la nuit. Le bilan est lourd, 247 policiers sont blessés, 125 voitures sont incendiées, 500 étudiants arrêtés et de nombreuses rues sont dépavées. À partir de cette date, le mouvement prend une toute autre ampleur. La révolte s'étend à la province et l'on prépare une manifestation de grande ampleur pour le 13 mai. Le lundi 13 mai, les ouvriers se joignent aux étudiants et l'on compte 500 000 manifestants. Les étudiants ont ouvert le bal et c'est maintenant les ouvriers qui dansent. Mai 68 s'annonce. Il n'y a que Pierre Venançon-Ponty qui ne le voit pas et qui dit « la France s'ennuie ». Mais en vérité, c'était Pierre Venançon-Ponty qui s'ennuyait. Il ne voyait pas le train arriver, alors qu'il était déjà très près de la gare et de l'explosion. Et quand le mouvement étudiant, alors on ne va pas faire l'histoire, elle est connue de toutes, les premières manifestations, le blocage de la Sorbonne, et puis la nuit de la rue Gay-Lussac et des barricades, le mouvement étudiant sert de révélateur. Parce que vous avez alors du coup une manifestation le 13 mai autour et avec lui,
alors qu'il était prévu un 17 mai 68 contre les ordonnances. Et puis le 15, 16, 17 mai, ça commence à Sud Aviation, à Renault-Cléon, ça j'y suis directement mêlé, et puis toutes les entreprises, mais comme une traînée de poudre, en quelques jours se mettent en grève, occupent, il y a des piquets de grève, etc. À ce moment, une grande partie de l'opinion française éprouve dans l'ensemble une certaine complaisance pour les étudiants. Les militants gaullistes n'interviennent pas. Seul le mouvement Occident, appuyé par les militants royalistes de l'Action française, sont mobilisés pour affronter les gauchistes. Nous étions véritablement dans une structure de clandestinité. Nous avons basculé du jour au lendemain dans la semi-clandestinité, avec, je le raconte dans mon livre, avec un appartement dans l'ouest parisien qui servait de quartier général, avec à la fois une centralisation dans l'organisation et une totale décentralisation autour des groupes qui marchaient bien. Moi, j'ai pris mon autonomie complète en mai 68, quoique tous les jours, je me trouvais sur les Champs-Élysées pour les manifestations contre le mouvement et contre les communistes. Car c'est l'Action française qui a lancé les manifestations. Les grandes manifestations des Champs-Élysées ont été lancées par l'Action française le jour du défilé de Jeanne d'Arc. La première manifestation est partie et nous avons été rejoints par qui? Par la CUF, l'Association des combattants de l'Union française. Donc nous avons commencé à 1000 ou 1500. Derrière la grande banderole non au communisme, c'était l'Action française. Et de jour en jour, nous avons rassemblé des gens. Et finalement, la dernière manifestation, que nous avons tenté de prendre le quartier latin d'assaut, parce qu'en fait, nous avions une astuce qui était la suivante, donner le change à la police. C'est-à-dire rassembler de plus en plus de gens pour, au dernier moment, franchir les ponts et aller nettoyer les barricades. Parce que les barricades, la police n'a jamais cherché à les nettoyer. Si nous avions eu, nous, la possibilité d'avoir accès aux barricades, on les aurait dégagées. Il n'y a jamais eu de combat au corps à corps entre la police et les manifestants. Tout s'est passé à distance, parce que nous, le corps à corps, nous le connaissions. Et alors donc, nous avons la dernière manifestation. Le but était de basculer à la hauteur du Fouquet's, d'enfiler le boulevard, traverser la Seine et de rentrer au quartier latin. Et la police ne se méfiait pas de nous parce que nous jouions les bons enfants pendant un certain temps. Et ce jour-là, bon, ça s'est mal passé. Il y a eu un phénomène intérieur qui a fait que la manifestation a été ralentie. Là, nous avions quand même 12 à 15 000 personnes. Hein. Donc là, tout aurait changé, mais nous avons été bloqués par les gardes mobiles presque sur le pont. On n'a pas pu passer. Et ensuite, il y a eu la réaction gaulliste avec leur grande manifestation. Mais le mouvement sur les Champs-Élysées, tous les jours, à 16h, 17h, nous nous retrouvions sur les Champs-Élysées et de jour en jour, de plus en plus nombreux. Le but de l'opération, c'était d'agglomérer autour de nous le maximum de gens, car notre but, c'était d'aller nettoyer le quartier latin. Et si nous avions pu passer, nous aurions nettoyé le quartier latin. Le PC et la CGT ne suivent pas le mouvement, qu'ils considèrent comme des revendications et des rêves de petits bourgeois. 2% des enfants de la classe ouvrière font des études supérieures. Ce n'est pas à ce moment précis leur combat. Les syndicats ont bien décidé de faire une grève générale ce jour, mais cela a une valeur symbolique pour ne pas apparaître trop en retrait. À la Révolution de 48, je peux vous dire que les faubourgs parisiens étaient armés. 89 également. Et sans parler de 1917. Une révolution se fait avec des prolétaires armés et avec une armée qui est soit parfois soutient un peu les révolutionnaires, soit reste neutre et ne veut pas aller tirer sur le peuple français. On n'a rien de tout ça. L'armée, même si elle a été extrêmement traumatisée par la guerre d'Algérie, l'armée est totalement fidèle. Hein, tous les généraux que De Gaulle a mis en place n'étaient pas ceux des putschs d'Alger. Et les ouvriers qui défilaient, qui étaient membres du Parti communiste, détestaient les trotskistes et les maoïstes. Alors que les syndicats ne donnent aucun mot d'ordre, la grève générale s'étend et se poursuit. C'est la première grève générale sauvage en France. Les usines sont occupées spontanément par les ouvriers. Bref, les syndicats sont débordés par leur base. Le général de Gaulle reste en retrait et laisse son Premier ministre Pompidou négocier avec les syndicats étudiants. Le général de Gaulle, qui a 78 ans, n'est pas en phase avec son gouvernement concernant la manière d'agir face au mouvement étudiant. C'est de Gaulle qui voulait envoyer l'armée. Hein. Bon, on savait très bien que si on envoyait l'armée, ce serait forcément la guerre civile, car personne ne pourrait empêcher que l'on se tire dessus à ce moment-là. De Gaulle a convoqué Fouché et Mesmer à plusieurs reprises et leur a donné l'ordre de tirer sur les étudiants.
Hein. Et Perfit le raconte dans son C'était de Gaulle. Il dit, nous nous regardons tous les trois effarés, nous disons, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas tirer sur les étudiants. Donc Mesmer dit non à de Gaulle, on ne tirera pas sur les étudiants. Et de Gaulle, excédé, lui dit, et pourquoi vous ne tirerez pas sur les étudiants? Et Mesmer a cette réponse extraordinaire, mon général, ce n'est pas dans le règlement. Ça ne s'invente pas. Hein. Mais de Gaulle donc a envisagé d'envoyer l'armée. Le 22 mai, c'est 10 millions de travailleurs qui manquent à l'appel, 10 millions de grévistes ou de salariés incapables de se rendre au travail. Il s'agit d'une situation inédite. En 1936, les grévistes n'avaient été que 2 millions et seul le secteur privé avait été touché. On commence à croire que c'est une révolution. La confusion s'installe. Dans son livre « L'Arbre de mai », Édouard Balladur, qui faisait partie de l'équipe gouvernementale, raconte que préfecture, police, justice, plus rien ne fonctionnait. Les ordres n'étaient plus exécutés, les manettes du pouvoir ne répondaient plus. L'État avait perdu le contrôle des émetteurs des radios françaises. Le Premier ministre n'avait même plus de standardiste. Je reviens sur cette notion de coup de force. Vous avez vraiment cru à cela? Oui. Les gaullistes y ont cru aussi. Oui. Et il y a dans le livre un moment incroyable où vous vous préparez physiquement oui. à cette nuit oui. Qui va être une nuit où il va falloir défendre je raconte comment nous... Alors là, ce n'est pas l'Action française Paris, c'est mon initiative de mon groupe des Hauts-de-Seine où j'ai accepté un deal avec Jacques Baumel, qui était un homme remarquable, Jacques Baumel, et nous devions percevoir des armes, etc. Notre mission était de tenir le tunnel de Saint-Cloud. C'est assez surprenant, parce que Jacques Baumel, qui sera le maire de Rueil-Malmaison, qui va laisser une marque importante dans cette ville d'ailleurs, c'est un gaulliste. Oui. Chirac, au nom du gouvernement, négocie clandestinement avec les syndicats ce qui sera les accords de Grenelle. Les étudiants qui rêvent d'une convergence des luttes marchent sur les usines Renault que les syndicats font fermer pour leur bloquer le passage. Les ouvriers parlent d'augmentation de salaire et les étudiants d'autogestion. Il n'y a pas eu de jonction entre la classe ouvrière et les trotskistes. Absolument pas. Ou bien, prenons le cas quand même de ce malheureux Jean-Paul Sartre qui monte sur un bidon pour aller haranguer les ouvriers. C'était pas ce que voulaient les ouvriers. Les ouvriers voulaient une augmentation qu'ils ont obtenue par les accords de Grenelle. Mais je vous fais une analyse. Je ne sais pas si c'était si net dans ma tête à l'époque, hein, soyons honnêtes. Le 24 mai, l'intervention télévisée du général de Gaulle fait un flop. Mitterrand parle d'un gouvernement de transition, mais d'une transition vers quoi? La nuit du 24 prend une tournure d'insurrection et les syndicats comprennent que la seule solution est d'obtenir un accord salarial. Les accords de Grenelle sont signés le 27 mai. Ils concèdent des avantages sans précédent. Mais le plus important est que cet accord est rejeté par les ouvriers de Renault lorsque le secrétaire général de la CGT vient en personne le présenter. Le Parti communiste et la CGT se voient contraints de changer de stratégie. Il y avait jusqu'à présent une sorte de Yalta politique entre le PCF et les gaullistes qui étaient unis lors de la guerre. Jusqu'à présent, c'est ce Yalta qui pousse le Parti communiste français à voler tacitement au secours du général. Désormais, le PCF et la CGT doivent, pour survivre, prendre la tête de l'insurrection en organisant une gigantesque manifestation avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Le Parti communiste songe à renverser le pouvoir durant la manifestation. Pourtant, il ne le fera pas. Mais pourquoi? Ce mystère est aujourd'hui éclairci. Le général de Gaulle était parti voir en hélicoptère le général Massu à Baden-Baden. Mais quel est l'objet de ce voyage? On cacha longtemps qu'il était parti avec femme et enfants. De Gaulle réitérait-il la fuite de Varennes? Voulait-il s'assurer du soutien de l'armée comme le dit l'histoire officielle? S'agissait-il d'un coup de com' destiné à créer un choc dans l'opinion? Les langues se délient et l'on sait aujourd'hui qu'il est parti s'enquérir de la position de la Russie, car tout le monde sait que le PCF est aux ordres de Moscou. Écoutons ce qu'en dit Henri-Christian Giraud. Parce que de Gaulle, s'il n'obtient pas, il n'est pas sûr du tout de la réponse de Moscou. Parce qu'il sait très bien, il sent très bien, compte tenu du discours de guerre de Kochevoï, qu'il va y avoir un donnant-donnant. Quel va être ce donnant-donnant? Et c'est pour ça un peu que de Gaulle va aussi à Baden, pour vérifier la solidité de l'appui de Moscou et pour deviner le donnant-donnant que va lui réclamer Moscou. Et donc voilà, et de Gaulle va à Baden, et il ne voit que Massu. Mais il va forcer Massu à dire
hein, il va jouer la défaillance, il va surjouer la défaillance. Bien sûr qu'il défaille là, et il est prêt, s'il n'a pas cette... Parce que quand il descend de l'hélicoptère, c'est terrible. Il dit c'est fini, c'est foutu. Exactement. Mais là, il provoque. C'est une provocation. Comme dit Passy, le colonel Passy, qui le connaissait bien, il vous a fait le coup de l'apocalypse. Hein, c'est la façon de Gaulle. De Gaulle provoque généralement ses interlocuteurs pour les faire réagir. Et là, il a manifestement surjoué la défaillance et le danger communiste aussi, le danger communiste français, hein, pour amener Massu progressivement à lui dire, mais enfin, Cauchoy me disait encore cette nuit que les étudiants, il faut les écraser. Hein, et le capitaine Jacques Richard, qui était l'aide de camp de Massu, me disait « Je revois encore le geste du maréchal soviétique, qui était une sorte de colosse, qui écrasait les étudiants. » Massu a eu beau dire à Cauchoy, en France, on n'a pas l'habitude d'écraser les étudiants. Il n'a pas ému considérablement le maréchal soviétique, qui ne s'est pas contenté de dire il faut écraser les étudiants, ce qui était déjà un signe que Moscou soutenait De Gaulle. Il lui a dit aussi, et là De Gaulle a compris que le soutien de De Gaulle et que le soutien de Moscou était absolu, c'est qu'il lui a dit nous aimerions renforcer les relations bilatérales militaires entre la France et l'Union soviétique, et nous invitons les forces françaises d'Allemagne, hein, vous, Massu, à venir faire des manœuvres en Allemagne de l'Est, hein, avec les forces soviétiques, et en échange, nous ferions, nous, des manœuvres en Allemagne de l'Ouest avec les forces françaises. Vous imaginez un peu l'événement que cela aurait constitué. C'était tellement gros que De Gaulle a compris, hein, que l'appui de Moscou lui était totalement acquis. Le syndicaliste Gérard Filoche n'avouera pas que les Russes ont bloqué la révolution. Pour lui, c'est la gauche qui n'a pas su saisir sa chance. Il a peur, il s'en va parce qu'il n'a pas réussi à se faire entendre même avec Pompidou. Pompidou ne sait pas où il va. Là, c'est une vraie crise de politique, de régime. Là, il y a une situation révolutionnaire. Le pouvoir se vide. C'est parce que la gauche n'est pas capable de donner l'alternative que le changement n'aura pas lieu sur le moment. Mais De Gaulle s'en va, point. Et Massu lui dit, mon général, comme on peut imaginer la scène, « Ah non, ne le lâchez pas, retournez ». Donc il revient. Alors qu'au cours de la manifestation du 29 mai, le Parti communiste français est en mesure de prendre le pouvoir et l'envisage, Moscou ordonne au PCF de ne rien tenter. Or, nous avons appris par la suite que les slogans de la manifestation ont changé en cours de route. Parti sur De Gaulle disant « ça suffit », De Gaulle démission, c'est devenu progressivement Charlot des Sous. Hein? Donc, l'ordre de Moscou est tombé à point nommé. Et De Gaulle donc savait dès le 29 au soir, avant même la grande manifestation gaulliste du lendemain et avant même son discours, que le Parti communiste était recadré et revenait dans le duel, compère et complice, le gaullo-communiste. À Yalta, Russes et Américains se sont partagés l'Europe. Dans les événements de 68, nous connaissons la part des Russes. Qu'en est-il des Américains ? Une volonté de déstabilisation de la France, oui, il y avait des indices. Il est clair qu'après les positions légèrement tranchées et relativement originales du général de Gaulle quant au conflit israélo-arabe, il y a eu, dans certains milieux, une volonté de vengeance. Et il est également connu et vérifié que des responsables américains étaient en contact avec certains groupements trotskistes dans la phase préparatoire à mai 68. Ça, c'est une chose certaine. Cela dit, jamais, je ne suis pas conspirationniste, hein, jamais un complot aussi efficace et bien organisé soit-il n'aurait pu provoquer un mouvement aussi d'une telle ampleur, d'une telle dimension, et surtout qu'on voit aussi bien à Chicago qu'à Tokyo, qu'à Berlin, qu'à Rome, qu'à Paris. Ce n'est pas possible. Alors, mais donc... Mais retenons que la volonté de déstabilisation, elle était là, oui. Revenu à Paris le lendemain midi, c'est-à-dire le 30 mai, De Gaulle accepte la proposition de Georges Pompidou de dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections législatives. André Malraux et Michel Debré organisent la manifestation de soutien au régime du 30 mai. C'est un triomphe. On dénombre entre 300 000 participants selon la préfecture et 1 million selon les gaullistes. Je me souviens de la phrase du commentateur de la télévision française
qui a dit dans son commentaire « Mais combien sont-ils ? 100 000, 200 000, 500 000, peut-être 1 million ?» Et c'est le chiffre, bien sûr, que retiennent les sectateurs du général de Gaulle. Il n'y a jamais eu 1 million de personnes aux Champs-Élysées pour cette manifestation. Il y a eu du monde. Comment ? Il y a eu du monde. Il y avait du monde, mais moins qu'il n'y en a eu pour la mort de Johnny Hallyday, n'est-ce pas ? Le général fait un discours où il évoque la vieille rivalité entre le Parti communiste et les gaullistes pour ne pas mettre en avant leur intérêt commun à ce que le mouvement n'aille pas plus loin. Il annonce qu'il ne se retirera pas, qu'il conservera son Premier ministre et qu'il organisera des élections anticipées. Elles seront un plébiscite pour le régime. Dès lors, tout rentre dans l'ordre progressivement, mais le prestige du général de Gaulle est écorné. Il sera battu lors du référendum qu'il organisera 1 an plus tard. L'empreinte de mai 68 est maintenant durablement ancrée dans les esprits. Les acquis sociaux des accords de Grenelle seront effacés par une dévaluation de notre monnaie. Vous l'aurez compris, les libertaires d'hier sont devenus les zélés mondialistes du système libéral d'aujourd'hui. Ils tentaient en mai 68 de construire un monde à leur convenance. C'est dorénavant à nous d'en faire autant.